minutes et je vais en profiter pour dire quelques mots sur Be Harmonies, dire quelques mots sur Be Harmonies et sur moi-même. Et puis on va démarrer sur ce sujet qui est sous les feux de l'actualité, booster la fierté d'appartenance à votre entreprise. C'est vraiment un vrai sujet aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit tiens, ça tombe à pic parce que c'est des sujets que l'on aborde actuellement. On va en parler. C'est vraiment, il y a pas mal de changements à l'intérieur, dans la mentalité des collaborateurs et à la fois aussi dans les entreprises, qui fait que aujourd'hui le recrutement devient et la fidélisation des collaborateurs devient hyper important. Alors rapidement, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y en a certains qui sont des abonnés fréquents, qui viennent fréquemment à nos webinaires et ils sont vraiment la bienvenue c'est toujours un plaisir de vous avoir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Be Harmonies, on est un collectif d'experts en culture d'entreprise et en alignement, en cohérence autour de la culture. Donc nous, notre slogan, c'est la culture d'entreprise en action. C'est de vous aider à utiliser la culture de la mettre au cœur de la stratégie, de la mettre au cœur du management pour faire en sorte que votre entreprise soit vraiment alignée, que tous les collaborateurs rament dans le même sens et qu'il y ait une sorte de fierté d'appartenance. On est en plein dans le cœur du sujet, qu'il y ait un vrai engagement, une vraie motivation. Et à l'heure du télétravail, etc., on va le voir, c'est vraiment des sujets importants. Donc, on est une vingtaine d'harmonistes, on est présent dans toute la France, Nice, Nantes, Marseille, Lyon, etc. On commence à être présent à l'étranger, on est présent en Suède, à Dubaï. Et l'idée, c'est qu'on essaie de fédérer les énergies autour de la culture d'entreprise. C'est une vraie passion, en fait, hein. C'est au-delà du business, c'est une vraie passion. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un parcours de financier en 2 mots. J'étais expert comptable, j'étais investisseur, j'ai été directeur financier de start-up, j'ai opéré pas mal de levées de fonds, notamment dans une banque d'affaires que j'ai montée. Et en quelques mots, j'ai toujours été assez surpris dans les entreprises que j'ai accompagnées ou dans lesquelles j'étais membre du comité de direction, des problématiques d'alignement, des problématiques de mésentente, des problématiques de tension un peu improductive. Et j'étais assez étonné qu'il n'y ait pas quelque part les fondamentaux ne soient pas plus clairs et ne soient pas connus aussi de tous les collaborateurs. Et c'est ce qui m'a amené en voyant des entreprises champignons, parce que ces entreprises dont on parle, là, on est à la 26e scale-up. On a fêté ça hier avec Exotech, la 25e, et Spendesk ce matin, 26e. On voit ces entreprises champignons qui vont à toute vitesse. Ben ouais, il est tout à fait possible, on va en parler aujourd'hui, de créer une énergie autour de l'entreprise et de permettre sa croissance, son développement, ce qu'on appelle sa scalabilité. Ok, on va y aller. Je vous propose, il est 17h02, on est déjà une vingtaine, ça va se remplir au fur et à mesure. Donc encore bonjour à tous ceux qui sont là. Donc je suis Patrick Vigneault, un cofondateur de Be Harmonies, un collectif de 20 experts en culture d'entreprise. Et pour terminer la présentation, on intervient, on va dire, sur 3 gros chantiers. L'un, vous aider à clarifier votre culture, mettre des mots dessus. On va en parler aujourd'hui pour la rendre palpable. Souvent, la culture, c'est un truc, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Voilà, donc mettre des mots dessus, c'est quand même beaucoup mieux. En faire un vrai référentiel, on va parler de culture book, ce genre de choses. Donc, on va travailler sur votre raison d'être, sur vos valeurs, sur la clarification de votre vision, de votre organisation. Et l'objectif, c'est que tous les collaborateurs la comprennent et donc soient alignés autour. Donc, c'est premier chantier. Donc, ça peut aller jusqu'à devenir entreprise à mission, Bicorp, ce genre de choses. Deuxième travail, c'est beaucoup d'accompagner des dirigeants qui veulent passer une étape, qui veulent scaler. Voilà, donc accompagner les dirigeants, le codir. Donc, on fait pas mal de coaching de dirigeants. Et après, troisième chantier important, c'est tout l'aspect équipe. Accompagner des managers, recruter, améliorer le parcours collaborateur, l'expérience collaborateur. On va en parler aussi aujourd'hui. Allez, on y va. Donc, on va aborder la fierté d'appartenance sous 3 sous-sujets. Comment installer une culture puissante, comment faire vivre une expérience collaborateur unique et comment créer toutes les conditions d'engagement, de fidélité. Et je vais vous donner quelques astuces et on va citer quelques exemples. Mais l'idée, d'abord, peut-être un petit bémol sur cette notion de fierté d'appartenance ou sentiment d'appartenance. Je pense que l'idée, c'est ce mot appartenance. Moi, je ne suis pas très à l'aise, en fait, de manière un titre personnel sur ces mots-là. Je pense que lorsque des collaborateurs rejoignent une entreprise, c'est un contrat moral, c'est bien sûr un contrat juridique, un CDI ou un CDD ou quelle que soit la forme juridique, mais c'est aussi un contrat moral qui relie le collaborateur à son entreprise. Donc, est-ce que le collaborateur appartient à l'entreprise? Est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas, mais voilà, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est fier de son entreprise? Ce n'est pas tellement la question d'appartenance, mais est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on est quelque part prêt à en parler dans les dîners en ville? Est-ce qu'on est prêt à prescrire l'entreprise? Et on parlera du fameux INPS tout à l'heure, vous verrez ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est est-ce que je suis prêt véritablement à recommander mon entreprise à d'autres personnes, à mes amis? Allez, on y va. Alors, on est dans un environnement qui est aujourd'hui en pleine mutation.
Et ça, c'est important. On vit un profond changement de mentalité des collaborateurs. Donc, on ne peut pas ouvrir un journal sans en entendre parler. Donc, je vais aller quand même assez vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, il est des deux côtés. Il est du côté des collaborateurs, dans lequel il y a un changement de mentalité profond, et aussi des entreprises. Les entreprises sont soumises à des mutations incroyables de secteur, à des mutations incroyables d'activités, de façon de faire, la digitalisation, etc. Donc, il y a des réorganisations, des transformations, des nouveaux domaines. Il y a des métiers qui deviennent, je dirais, quasiment obsolètes, pas obsolètes, mais je veux dire old fashion. D'autres métiers qui naissent. Donc, les transformations, elles sont des deux côtés. Et ça crée une sorte de perte de repères pour beaucoup de collaborateurs. Et dès qu'il y a cette perte de repères, il se passe, vous avez un risque de perdre vos collaborateurs. Et aujourd'hui, ce qui a changé véritablement, c'est que les gens votent avec leurs pieds. C'est une expression qui veut dire ils n'hésitent pas à partir. Ils n'hésitent pas à partir et l'ordre des priorités a changé. Et le mot en bas à gauche, accomplissement de soi, ou en haut à droite, qualité de vie, deviennent des mots extrêmement importants pour les collaborateurs. Et on arrive à une situation qui est un petit peu dichotomique, où d'un côté, les collaborateurs deviennent assez individualistes. Ils regardent vraiment leur employabilité, leur plaisir, cette capacité à grandir, à s'éclater, à s'épanouir dans le travail. Mais ils regardent aussi leur qualité de vie. Voilà, donc brusquement, on voit des départs de cadres ou de personnes qui sont des super performeurs dans l'entreprise et qui veulent aller à Biarritz, aller faire du surf ou aller ouvrir une pizzeria dans un pays étranger. Donc c'est assez dingue. Et plein de dirigeants sont complètement étonnés et perdent des éléments extrêmement précieux. C'est ça qui est embêtant aujourd'hui, c'est que la rotation du personnel se faisait souvent de manière on comprenait pourquoi les gens partaient. Ils ne faisaient souvent pas l'affaire, ils étaient souvent assez peu performants, ils avaient pas mal de pression. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui partent pour des raisons qui sont quand même assez incongrues par rapport à l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et ça crée des énormes perturbations qu'on ne mesure pas vraiment complètement, que les dirigeants, ou en tout cas les DRH, ne mesurent pas assez. La perte d'un collaborateur qui est vraiment complètement un super performeur, super ambassadeur de l'entreprise est extrêmement dommageable. Et là où ça commence à devenir embêtant, on va en parler tout à l'heure, c'est lorsqu'il y a des pertes collectives, c'est-à-dire que le volume de départ devient conséquent. Alors bon, ce changement de mentalité, c'est quoi? C'est une quête de sens, hein. Aujourd'hui, un entretien de recrutement sur 2, voire 2 sur 3, voire maintenant presque 100%, on parle de c'est quoi le sens de l'entreprise, c'est quoi sa raison d'être, c'est quoi ses valeurs. Donc il y a une recherche à la fois de sens. Que fait l'entreprise pour son écosystème, en quoi elle contribue à rendre le monde meilleur. On parle de décarbonisation, on parle de tous ces sujets-là, en quoi l'entreprise s'engage dans la société. On parle aussi d'authenticité, de transparence, de cohérence, c'est-à-dire que le discours il doit être sincère. Et ça, le discours un petit peu window dressing, le purpose washing, où on en parle juste pour avoir une belle politique RSE, ça ne marche plus. Et en tout cas, vous pouvez aussi avoir des effets collatéraux assez dommageables, c'est-à-dire des gens qui disent non mais voilà, ils disent ça, mais c'est absolument fake. Et vous pouvez avoir un bad buzz qui se naît si votre stratégie de communication auprès des collaborateurs n'est pas vraiment sincère. Et si derrière, ce qu'ils vivent, encore plus important, et c'est là qu'on arrive dans la cohérence, c'est ce qu'ils vivent au moment de l'onboarding, au moment n'est pas conforme à ce qui leur a été promis au départ. Et ça, c'est aussi vraiment nouveau. C'est si la personne se rend compte que ce qu'on lui a dit avant n'est pas réel dans la vraie vie tous les jours dans l'entreprise, là encore, les collaborateurs partent extrêmement vite. Même, il y en a certains qui partent sans même demander le solde de tout compte. C'est assez étonnant. Donc ça crée tout ce phénomène, va créer des démoralisations aussi complètes dans certains secteurs ou certains métiers. J'en parlais tout à l'heure, des métiers qui deviennent un petit peu old fashion, des secteurs, l'aérien par exemple, j'ai eu des gens de l'aéroport de Paris, c'est très très dur pour eux. Enfin, je veux dire, ils se disent mais à quoi on sert? Enfin, je veux dire, ils ont une vraie culpabilité par rapport au discours très écologique. Donc voilà, il y a plein de secteurs comme ça, il y a plein d'entreprises dans lesquelles il peut y avoir des phénomènes de démoralisation. Dans la banque, on l'a vécu, ça repart un peu, mais voilà, il y avait toutes les néobanques qui arrivaient, donc les métiers classiques de la banque étaient très critiqués. Et puis, vous avez cette guerre des talents au milieu avec une recherche d'un certain nombre de collaborateurs surdiplômés ou des diplômés extrêmement demandés, qui peuvent être à la fois bien sûr des développeurs informatiques, mais qui peuvent être aussi des mécaniciens ou dans l'hôtellerie ou même des serveurs. En fait, je veux dire, c'est plus du tout réservé. Ça, c'est intéressant. Au col blanc, ça s'élargit beaucoup aussi, autant au col bleu. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, bien sûr, le télétravail, je ne vais pas en parler tellement parce que c'est quelque chose qui a été largement couvert, mais on a des vraies attentes des collaborateurs à ce sujet-là.
Aujourd'hui, les entreprises commencent à revenir un peu en arrière, ont vu les excès du télétravail et certaines, au contraire, misent à fond là-dessus pour attirer le maximum de talents et transforment le télétravail en une véritable source d'opportunités. Donc à la fin de tout ça, en bas à droite, vous avez cette notion de manager coach. C'est-à-dire que si, d'un côté, par rapport à tous ces changements, vous n'avez pas des managers, du middle management qui est très à l'écoute de tout ça, de toutes ces nouvelles tendances, vous arrivez vite à avoir des départs, extrêmement importants. Et voilà, donc c'est vraiment important aujourd'hui de se dire, il y a par rapport à ça, le management qui est attendu, évolue et du management classique, command and control, aujourd'hui un management pas forcément coaching, mais qui est vraiment dans l'écoute et dans cette prise en compte de l'importance de l'employabilité, de faire progresser, les jeunes talents est absolument clé. Et donc il y a vraiment une transformation à marche forcée, du middle management, d'où les formations au management qui sont très demandées, les formations aux skills, aux soft skills. Et nous, par exemple, on a pas mal d'entreprises qui nous demandent de coacher leurs managers, de faire des chartes de management, etc. Et pour aller dans ce sens-là. OK? Donc voilà l'environnement. Et alors ça, la problématique, c'est que les conséquences sont tout de suite assez dramatiques potentiellement. Et on le voit aux États-Unis. Donc c'est aux États-Unis, tu as un très très bon exemple, et ça commence à arriver dans tous les pays occidentaux. C'est la grande démission, the Great Resignation, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu aux États-Unis des départs aussi massifs de collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on parle en dizaines de millions. Hein, voilà, là où il y avait peut-être 5 ou 6 millions, j'ai plus les chiffres exacts en tête, on est à 30 millions de personnes qui changent tous les 3 mois de job. C'est devenu et c'est même devenu quasiment une mode, et celui qui n'a pas changé de job, il est un peu ridicule. Donc c'est assez étonnant, c'est vraiment excessif. Et on peut se dire, c'est qu'une question de salaire. Et effectivement, il y a une inflation sur les salaires parce que, voilà, en changeant de job, on a les opportunités de gagner plus d'argent. Mais en fait, ce qui est très intéressant, il y a une très belle étude, et je vous ai mis le lien là dans le post, dans le chat. N'hésitez pas, en bas à droite, vous avez cette petite case blanche, tapez votre message. Donc, vous pouvez à tout moment poser des questions, comme ça, on pourra je pourrai y répondre tout à l'heure. Vous avez vraiment donc un article qui est paru récemment par des chercheurs du MIT qui disent mais finalement le salaire, c'est pas la raison numéro un. D'ailleurs, c'est la 16e raison. C'est un truc de dingue. C'est la 16e raison pour laquelle les gens partent. Souvent on dit on part à cause du manager. C'est vrai. Souvent un manager toxique où il y a un manque d'alignement dans le projet, on va en reparler, génère des départs. Mais l'une des principales et la réponse numéro 1, la cause numéro 1 de départ aux États-Unis, c'est une culture d'entreprise toxique. Donc si alors là, c'est toxique, ça veut dire on va loin. Hein, c'est une culture d'entreprise qui n'est pas juste non mise en valeur. C'est une culture d'entreprise où il y a un manque d'éthique, il y a un manque etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez 10 fois plus de départs à cause d'une culture d'entreprise qui ne tient pas la route, sur laquelle on n'a pas travaillé, sur laquelle il y a des comportements qui sont délétères, par rapport à les problématiques de salaire. Donc, il faut le savoir, cette problématique qui nous pend au nez d'avoir une accélération dans les démissions, la solution, ce n'est pas forcément le salaire. Du tout. Et travaillez d'abord sur votre culture, vous verrez ensuite s'il y a des questions de salaire. En tout cas, ça peut limiter énormément vos départs. Et la problématique, c'est que de ce phénomène de grande démission, c'est pas que vous perdez un talent ou deux talents de temps en temps. C'est vous pouvez avoir, et on a commencé à avoir en France, des départs d'équipes complètes de 5, 10, 15, 20 personnes. Et là, c'est dramatique parce que c'est votre stratégie qui est mise en cause. C'est votre stratégie, vos savoir-faire. Si vous perdez 15 personnes dans un département de 20, vous avez perdu une grosse partie du savoir-faire de ce département. Et c'est aussi le départ de personnes clés qui sont des talents. Donc, c'est vraiment, vraiment problématique. Donc, c'est votre compétitivité, c'est votre capacité d'innovation qui est en jeu. Et puis derrière, c'est au-delà de ça, c'est votre capacité à faire votre chiffre d'affaires. Donc, il y a une étude BPI qui sort tous les mois et qui dit que 90% des patrons de TPE, PME, ETI, leur principal problème pour 90% d'entre eux, c'est le recrutement et la fidélisation des collaborateurs. Donc aujourd'hui, on se bat pour faire du chiffre d'affaires, mais il y a des entreprises qui me disent, et j'ai eu un certain nombre d'entre vous au téléphone, et je vous remercie déjà de votre disponibilité, et qui m'ont dit, pour préparer cette conférence, hein, et qui m'ont dit, moi, mon problème, ça va être, je ne vais pas avoir assez de personnel pour faire mon chiffre d'affaires. Et donc, je ne vais pas atteindre mon budget par manque de personnel. Donc, c'est vraiment ce souci, et on va reparler, c'est vraiment aujourd'hui un point bloquant. Et donc, vous avez deux types d'entreprises. Vous avez des entreprises dans lesquelles vous avez aujourd'hui
un parcours collaborateur voilà, et puis vous avez, on va le voir, toutes les conditions qu'il faut pour arriver à créer cette fierté d'appartenance. Vous avez les entreprises qui sont des bonnes élèves et qui ont investi sur ce sujet de la culture, sur ce sujet du parcours collaborateur, et d'autres qui n'ont pas investi. Donc c'est un peu, je veux dire, les entreprises in et out, si on veut être vraiment dichotomique. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans tous les secteurs d'activité, vous avez des écarts types de dingue. C'est-à-dire que là, vous avez dans cette étude que je citais tout à l'heure, donc je vous ai mis le lien dans le chat, vous avez des écarts dans les mêmes industries, dans l'aérospace, vous avez entre Boeing et j'arrive SpaceX, vous avez des écarts, voilà, entre 6% de départ et 21%. Donc vous pouvez avoir des écarts de dingue dans la rotation du personnel. Et moi, j'aime citer cet exemple que j'ai eu de cela il y a à peine 3 semaines. J'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn. Et c'est un ami qui me disait, tiens, ces deux enfants avaient été recrutés en même temps, comme commerciaux tous les deux, donc c'est à peu près les mêmes classes d'âge, 30 ans. L'un dans une entreprise de presse française bien connue, un gros groupe de presse, et l'autre dans une start-up, une scale-up voilà, française bien connue aussi. Je ne vais pas citer de nom, mais ce qui s'est passé dans les promos de ces commerciaux recrutés, il y avait à peu près la même typologie, 5, 6, 7 personnes. Et ben dans le grand groupe de presse français, il n'en restait plus qu'une au bout de 6 mois. Donc, dont l'enfant de notre ami était parti. Et dans l'autre, ils étaient quasiment tous là. Je crois qu'il y en avait un qui était parti. Et quand après on creusait, je creusais un petit peu en disant mais qu'est-ce qu'ont ressenti les deux, ils en se sont parlé, etc. Et le niveau d'onboarding, le niveau d'accueil, le niveau de management, l'écoute, la disponibilité des managers, la transparence de l'information, enfin vous y avez un écart type de dingue. Et donc ce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que vous êtes en concurrence avec des entreprises qui vont investir très lourdement dans leur culture, le parcours collaborateur et dans leur formation des managers. Et ça va vraiment être les 3 choses qu'on va aborder aujourd'hui. C'est-à-dire que comment créer les conditions de la fierté d'appartenance. Vous, votre job, vous ne pouvez pas la créer, la fierté d'appartenance. C'est-à-dire que vous pouvez créer les conditions qui vont permettre cette fierté d'appartenance, et après, on va voir comment vraiment la déclencher. Mais je dirais, il y a 3 grands domaines selon moi. Le premier, c'est cette culture. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un cadre clair, un cadre inspirant, et que la culture, voilà, c'est ce que j'ai mis ici, c'est un cadre clair, inspirant et singulier. C'est qu'il faut y aller. La fierté, il faut être fier. Pour être fier, il faut que ça parle à notre côté, voilà, à notre cerveau droit. Il faut que ça parle à nos émotions, il faut que ça parle au sens. Il faut qu'on se dise que ce qu'on fait, ça a un vrai sens. Ce qu'on fait, on a une vraie équipe, etc. Donc, et c'est quoi la fierté d'appartenance? C'est ce que j'ai mis ici, ce que vous voyez, c'est l'attachement vis-à-vis, non pas simplement de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. C'est l'attachement vis-à-vis de son rôle personnel. Est-ce que je me fais plaisir dans mon job? Est-ce que mon job correspond à mes aspirations? Par rapport à son équipe, est-ce que je suis bien dans l'équipe avec mes camarades du boulot? Par rapport à mon manager et au leader d'entreprise, donc par rapport au management, est-ce qu'il y a de l'exemplarité? Est-ce que voilà, les gens, voilà, je m'identifie à eux? Souvent, les jeunes partent en se disant, mais le manager, je n'ai pas envie de devenir comme lui. Et puis, troisième et quatrième élément, c'est un attachement à l'entreprise, à son projet, à sa culture. Et c'est vraiment ça, c'est que là, on rentre aujourd'hui, ce que je vais vous faire découvrir, vous allez avoir plein d'articles qui vont dire, voilà, pour créer la fierté d'appartenance, il faut juste mettre un petit peu, voilà, vous mettez une pincée de culture, vous mettez un petit peu de fierté de célébration là pour faire la fête, et puis vous mettez un petit peu de. Voilà. Non, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un process complet, quasiment industriel, et qu'on peut aborder de manière très structurée, et qui touche l'entreprise sur de multiples facettes. Et la première facette, c'est ses fondamentaux de l'entreprise, sa culture, sa raison d'être, la vision, et que ça soit clair et compris. Et si vous n'avez pas travaillé sur votre culture, on va en revenir. Je vais revenir là sur ce point une seconde en disant c'est quoi la culture, hein, puisque c'est souvent la question que j'ai. Ben, vous allez voir, il va vous manquer quelque chose. Le deuxième, c'est l'exemplarité des dirigeants et cette capacité à créer un management de confiance, un management coaching et installer les conditions pour ça. Donc c'est sûr que si vous avez un des beaux discours, mais derrière des managers qui ne sont pas exemplaires, ça ne le fait pas du tout. Et là, le problème, c'est de l'avoir au niveau du milieu de management et au niveau de son codir. Et notamment le codir, c'est vraiment un vrai sujet. On va faire notre prochain podcast dans 2 mois, pas notre prochain, mais dessus dans 2 mois là-dessus sur ce sujet, parce qu'on voit des écarts dans les codires qui sont extrêmement source de tension dans les entreprises. Et puis, le troisième élément, c'est l'expérience collaborateur. Je vais en parler largement. Donc, première, je fais un zoom sur ces 3 éléments. Je vais revenir. 1, la culture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Alors, culture d'entreprise, c'est souvent une notion qui n'est pas palpable, qui est quand même, c'est quoi? C'est là, elle est là. Comment on la décrit? On a du mal à mettre des mots dessus. Pour certains, c'est les valeurs. Pour d'autres, c'est la raison d'être. Pour d'autres encore, c'est une sorte de personnalité. C'est des sortes de rites, de rituels, de symboles.
Voilà, donc nous, notre travail au sein de Biharmonie, c'est là, on était vraiment pionniers il y a 8 ans de cela. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait de la R&D pendant 5 ans sur c'est quoi une culture d'entreprise. On l'a décliné en 4 sous-domaines, le why, le what, le where, le how. Mais retenez, et je suis à votre disposition pour en parler autant que vous voulez, en dire il y a quoi là-dedans. Mais l'idée, c'est que la culture, c'est l'ensemble, c'est votre operating system dans l'entreprise. C'est la façon dont l'entreprise fonctionne. Et donc, c'est tous les fondamentaux qui permettent aux collaborateurs d'être autonomes. C'est comment on fait les choses ici, pourquoi on les fait. C'est vraiment un référentiel de décision. Et donc, c'est extrêmement important, c'est de se dire, OK, comment je vais être jugé, comment je prends les décisions dans mon entreprise, qu'est-ce qui est bien, quand est-ce que je saurai que j'ai fait du bon travail. C'est un truc de dingue, mais ça, c'est pas formalisé. Et donc, si vous n'avez pas les valeurs qui sont définies, si vous n'avez pas l'ambition, on veut atteindre quelle ambition, à quelle vitesse on veut aller, comment on s'organise, comment on prend les décisions, c'est quoi les symboles, c'est quoi les rituels chez nous, voilà, c'est quoi les comportements qu'on attend de moi et pourquoi je fais les choses. Si vous n'avez pas travaillé sur ces notions-là, et si vous ne les avez pas travaillées et formalisées, donc je vais vous présenter ça, nous on fait une sorte d'audit de culture, on va faire un état des lieux tout simplement, sous ce mot audit, c'est juste un état des lieux de votre culture. On va repérer toutes les composantes, est-ce qu'elles existent et est-ce que les gens les ont compris. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une culture map. On va vraiment cartographier votre culture et vous dire, bah là, tout ça, c'est vert, et puis là, attention, c'est orange ou c'est rouge. D'où les deux triangles que vous avez en bas à gauche. C'est des exemples absolument réels. C'est une entreprise qui nous a mandaté l'année dernière en milieu d'année pour nous dire, bon, faites un petit état des lieux de votre culture. Le dirigeant était assez à l'aise. C'était quand même 2-3 cadres qui lui disaient, non, mais il y a vraiment des écarts de dingue de perception dans les équipes, donc c'est pas possible. Et en fait, il y avait 4 éléments verts, il y avait 4 éléments rouges et tout le reste c'était orange. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas calées dans l'esprit des collaborateurs. Et pourquoi c'est pas nous, c'est très, très simple, hein, on n'a pas jugé du contenu de la culture, on a juste vu est-ce que les gens nous disaient quand on disait les valeurs c'est quoi, bah voilà, on avait des réponses différentes. Et puis après, on va aller un degré plus loin, on va mettre des mots sur cette culture, on va la mettre en forme sur l'aspect d'un culture book, on peut l'appeler culture code, culture book, blue book, comme vous voulez. Vademecum, constitution, les entreprises ont des termes de dingue. Mais voilà, les meilleures entreprises ont ça. Quand vous parlez de Netflix, vous parlez de Spotify, vous parlez de Zappos, ce genre d'entreprise, vous parlez de Google, vous parlez d'Apple, elles ont ça. D'accord. Donc, les entreprises ont travaillé, Disney a depuis toujours un culture book. Donc voilà, donc si vous n'avez pas travaillé, formalisé à un moment ces éléments, vous prenez une boîte comme Netflix, le premier discours commercial que vous avez avec n'importe quel vendeur de Netflix, il va vous parler des valeurs, il va vous parler de la raison d'être, de la vision de Netflix, de Salesforce, avant de vous parler du produit comme quoi c'est le meilleur CRM du marché. Donc voilà, il faut vous prendre conscience que le niveau de standard des meilleures entreprises, elles ont travaillé, énormément investi, mais mis de l'argent sur ces notions de culture. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises françaises qui aient dans leur budget une ligne culture. Voilà, en tout cas, je n'en ai pas encore vu. Et je rêve qu'il y ait des lignes culture dans les budgets des entreprises. Et puis on va aller encore un degré plus loin, on va mettre la culture entreprise en action, c'est-à-dire qu'on va créer du culture team. Donc, sur la base du volontariat, on va trouver les ambassadeurs. Donc, c'est une équipe d'ambassadeurs et on a toutes des techniques pour diffuser la culture au sein de l'entreprise et faire que ce soit véritablement ancré. Tout ce message, on ne va pas l'aborder parce que c'est vraiment notre offre standard. Mais l'idée, c'est de se dire, le message, c'est que la culture, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose d'intangible. Non, aujourd'hui, on est complètement capable de formaliser cette culture, d'y mettre des mots, même si ça ne sera jamais parfait, parce qu'on ne pourra jamais parfaitement décrire une culture, mais on est capable de travailler de manière très, très professionnelle, de la sublimer, d'y mettre beaucoup d'âme, beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur, par des manifestos, par du design, d'y mettre des rituels, d'y mettre des symboles et de travailler sur l'ancrage de cette culture avec, on a pas mal de méthodos là-dessus, voilà, pour faire en sorte qu'elle soit véritablement vécue et utilisée au quotidien. Et c'est tout notre travail, nous, au niveau des harmonistes, et le message qu'on a, notamment, on fait des podcasts que je vous encourage vivement à écouter, ça s'appelle Harmony Inside. Je vous mets juste le nom dans le chat. N'hésitez pas à vous taper sur Apple Podcast ou n'importe, voilà, et vous tapez Harmony Inside, vous avez 60 podcasts. Là, on vient de sortir United Credit, il y a Mano Mano, il y a Nature et Découverte, il y a les plus belles Open Classroom, Le Bon Coin, vous avez les plus belles scale-up françaises qui témoignent en disant, et vous avez les dirigeants ou les DRH qui disent, voilà en quoi j'utilise la culture, en quoi elle me permet de scaler, d'être cohérent, en quoi elle me permet de motiver les troupes, de les aligner. Et le deuxième élément, deuxième zoom que je voulais faire, c'est sur le rôle du dirigeant. Donc, on va passer assez vite parce que c'est des choses qui sont connues. Là où je vais insister, c'est sur le cadre. C'est-à-dire que le rôle du dirigeant, c'est d'installer un cadre et de faire confiance. C'est un peu ce que j'ai voulu mettre là dans cette slide, juste après, qui est là, c'est-à-dire se dire,
soit vous avez le schéma, où on n'a pas confiance dans les collaborateurs, donc on est obligé de les encadrer, de les contrôler, donc ça génère un peu de passivité, ça génère voilà, et un manque d'autonomie puisque et puis voilà, vous êtes dans une sorte de cercle vicieux. Soit vous avez défini ce cadre et c'est ça que nous on apporte, c'est que si le cadre de la culture, et du mécanisme de fonctionnement de l'entreprise est bien clair, vous pouvez beaucoup plus facilement déléguer et faire confiance. Voilà, donc c'est ça vraiment le message principal que je voulais vous dire. Le rôle des dirigeants, c'est de caler ce cadre et de faire en sorte qu'il soit compris. Et ensuite d'être exemplaire dans ses comportements. Donc plus vous aurez mis des mots vis-à-vis de quels sont les comportements, comment on prend les décisions, plus vous aurez mis des mots, plus vous pourrez vous assurer que votre management et votre middle management est exemplaire. Si vous n'avez pas de mots, vous n'avez pas de critères de référence. Et notamment au niveau du CODIR, c'est déjà hyper important. On voit des écarts, je le disais tout à l'heure. On voit vraiment des vraies problématiques et que les CODIR ne sont pas toujours alignés. Quelquefois, ils le sont de manière merveilleuse. Quelquefois, ce n'est pas le cas. Ou alors d'un pays à l'autre, ça peut énormément varier. Et puis là où c'est compliqué la culture, c'est que vous pouvez avoir plusieurs cultures. Vous pouvez avoir des pays différents, vous pouvez avoir des acquisitions. Donc, on rentre dans quelque chose qui est quand même assez complexe et sur lequel on a du mal à travailler parce que ce pas des notions qu'on a appris forcément en école de commerce ou en école d'ingénieur. Et puis après, il faut l'utiliser, la culture, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut rabâcher. Donc c'est un peu usant. Mais par exemple, lorsque quelqu'un est promu, bah, expliquer pourquoi cette personne est promue, parce que c'est un bon ambassadeur de la culture, parce qu'elle représente bien les valeurs, la vision, et cetera. Pareil, les décisions clés, sont, pareil, vous pouvez les expliquer sous le biais de la culture, sous le prisme de la culture. Donc c'est important de toujours utiliser cette culture comme référence et une fois que vous avez installé ce cadre et ben, de lâcher prise pour pouvoir, effectivement mettre les gens en autonomie. 3e zoom, le zoom sur, l'expérience collaborateur. Alors là, un peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que l'expérience collaborateur, c'est pas quelque chose qu'il faut aborder de manière, légère. C'est quelque chose qu'il faut quasiment industrialiser. C'est nouveau, vous avez industrialisé votre parcours de vente, vous écoutez, vos clients, vous faites des études de marché, vous faites du lead generation très ciblé, vous faites de la politique de contenu. Derrière, vous avez, cette capacité à élever vos prospects, à les closer, donc vous travaillez beaucoup sur le closing de vos prospects, sur après les servir. C'est la même chose au niveau du parcours collaborateur. Vous allez travailler sur l'ensemble des points de contact que vous avez avec vos collaborateurs, au même titre qu'on a travaillé sur l'ensemble des points de contact avec les clients. Et il faut se rendre compte que ouais, c'est à ce degré-là. Si vous voulez être dans les meilleurs aujourd'hui dans faire vivre une expérience collaborateur, vous devez avoir une approche très industrielle parce qu'il y a de plus en plus de rotation, il y a de plus en plus de recrutés, etc. Et en amont, il faut avoir travaillé sur la culture d'entreprise, sur la proposition de valeur pour chacune des catégories d'employés. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EVP, l'Employee Value Proposition. Et puis, vous allez travailler ensuite sur comment tirer les talents, comment réussir le recrutement, comment accueillir et intégrer un onboarding, comment performer, comment modéliser et comment motiver et fidéliser. Et puis, jusqu'au départ, les meilleures entreprises, vous prenez des Château Forme, vous prenez des McKinsey, elles vont travailler très très loin. Elles ont des clubs d'anciens employés qu'elles vont animer et qui vont eux-mêmes leur ramener pas mal de business. Je pense qu'il y a 50 ou 60% du chiffre d'affaires de McKinsey qui vient des anciens McKinsey, quoi. Voilà, il faut se rendre compte. Donc, en fait, ce parcours collaborateur, il faut le travailler sur ces multiples points de contact avec la culture en amont qui est le point de fédérateur et la cohérence, l'authenticité, la transparence qui est ce qui va faire que tout ça est cohérent. Donc, vous voyez, un travail extrêmement large. Donc, dans chacune de ces cases, nous, on a modélisé, on a des sous-cases, etc. Donc, on est capable de vous faire une analyse de votre parcours collaborateur, de votre expérience collaborateur, très détaillée en vous disant, attention, là, il y a des choses à faire. Et vous avez plein d'idées. Mais à la fin, l'idée, c'est de trouver votre expérience collaborateur. Ce n'est pas de mimiquer ce que font les meilleurs, c'est de trouver la façon dont vous avez. C'est pour ça que la culture d'entreprise va imprégner totalement votre entreprise et votre expérience collaborateur, et elle va imprégner la façon dont vous allez onboarder, la façon dont vous allez les recruter. Donc là où on va vous encourager, c'est d'oser sortir des sentiers battus et d'avoir votre expérience collaborateur. Et notamment lorsqu'on travaille avec les collaborateurs, lorsqu'on fait des ateliers collaboratifs, et c'est eux qui suggèrent énormément de choses. Et donc, vous pouvez avoir une intelligence dans ce parcours collaborateur qui est dingue, et vous pouvez avoir des choses qui sont extrêmement originales. Chez Mano Mano, par exemple, on a des exemples. Il y a 4 entretiens pour chaque nouveau collaborateur, et il y a une personne de la culture team qui va faire, qui n'est d'un département qui n'a rien à voir avec si on a le service client, c'est quelqu'un qui peut être un développeur,
qui va prendre une bière avec le futur embauché. Et les deux, voilà, pour vérifier la compatibilité culturelle, vous avez les deux autres entretiens, c'est les collègues, et puis après, vous avez le manager. Donc voilà, ils ont décidé que le process de recrutement, il fallait le voir de façon différente, etc., etc., etc. Vous avez des façons de faire qui sont absolument incroyables et avec un champ de tir qui est extrêmement large. Et vos équipes ont énormément d'idées, et pas simplement vos équipes RH. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous travaillez avec l'ensemble de vos collaborateurs pour définir ce parcours collaborateur, vous allez avoir des idées extrêmement lourdes. Voilà les 3 zooms que je voulais faire pour vous montrer qu'il fallait que ça pouvait se travailler de manière, créer les conditions de la fierté d'appartenance. C'est pas du hasard, c'est vraiment une culture qui a été travaillée en amont, deux, un management qui est formé à l'exemplarité et qui sait lâcher prise et qui sait mettre en autonomie les collaborateurs, qui sait manager par le sens, manager par les valeurs. Et puis 3, une expérience collaborateur qui est industrialisée. Voilà, alors comment on juge si ça marche pas? À la fin, on va juger si ça marche, si ça ne marche pas. Je vais vous donner 2 indicateurs principaux. Le premier, c'est le taux de cooptation. Quel est le pourcentage des nouveaux embauchés qui ont été prescrits par vos propres collaborateurs? Voilà. Regardez ce taux. Il y a des industries qui arrivent à 98%. Je pense à une entreprise, je crois que c'était Oxia. Ils sont 98% des collaborateurs sont prescrits par. On est dans l'informatique, hein, on est dans une SS2I, ce qui est pratiquement le plus dur. Mais ils ont une telle culture d'entreprise que voilà. Vous prenez Davidson, ça va être à peu près la même chose. Vous prenez, voilà, il y a même dans les secteurs informatiques des entreprises qui arrivent à avoir des taux de prescription qui sont proches de 100%. Et puis, vous avez des entreprises dans lesquelles le taux de prescription est de 5%. Donc, vous voyez, vous avez une marge de manœuvre de dingue. Et ça, c'est un indicateur qui est super intéressant. Et un deuxième indicateur qui peut être très bien utilisé et qui va vous permettre aussi de faire une analyse un peu plus profonde, c'est le INPS. Donc, c'est le NPS, certains connaissent, c'est-à-dire qu'on pose la question, mais dans quelle mesure vous serez prêt à recommander l'entreprise à des anciens collègues, par exemple, vous allez avoir, vous voyez, si une note de 1 à 10, jusqu'à 6, c'est des négatifs, on considère que c'est négatif, 7 et 8, ils ne comptent pas, et 9 et 10, ils font plus 1. Donc vous avez plus 1, voilà, vous avez moins 1 inférieur à 6, et vous faites la somme des positifs moins les négatifs. Et ça fait votre INPS, et si vous êtes à 0, c'est pas mal. Si vous êtes entre 10 et 30, c'est vachement bon. Si vous êtes supérieur à 30, c'est excellent. Voilà, donc, et ça, si vous le faites par département, donc vous le faites de manière anonyme, vous le faites tous les 3 mois, on va dire par exemple, et c'est une question toute simple, c'est une seule question. Donc vous pouvez avoir des outils de mesure, etc. Mais déjà, rien que cette question. Et puis après, utilisez un outil externe pour garantir la confidentialité. Demandez aussi pourquoi. Laissez des commentaires, c'est très très intéressant. Vous avez des feedbacks hyper intéressants et auxquels je vous recommande vivement de répondre. Ça vous permettra d'avoir vraiment le pouls de votre entreprise. Et à côté de ça, vous allez avoir par département, par région, par niveau hiérarchique, vous pouvez avoir comme ça des réponses et voir notamment s'il y a un département, vous voyez, dont le INPS baisse, vous pouvez tout de suite aller voir ce qui se passe. Donc voilà, donc vous avez de plus en plus d'entreprises qui mettent ça en place. Il n'y en a pas beaucoup encore, même s'il y en a de plus en plus. Voilà, donc voilà comment mesurer de manière extrêmement concrète la fierté d'appartenance, mais à la fin, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout ça, il faut encore un supplément d'âme. Et là, votre middle management a vraiment un rôle clé à jouer. Vous avez créé toutes les conditions, là, un peu comme pour la mayonnaise. Alors, vous avez tous les éléments, vous avez travaillé sur votre culture, vous avez travaillé sur vos managers, sur l'exemplarité, vous êtes très sensible à ça. Vous avez travaillé sur l'expérience collaborateur, etc., de A à Z. Pour y arriver, il faut encore un supplément d'âme, il faut donner cette énergie. Et c'est l'énergie des équipes qui gagnent, c'est l'énergie, voilà, et on a des exemples dans le sport qui sont flagrants. Qu'est-ce qui fait que l'équipe de France de rugby aujourd'hui gagne? Comment fait Galtier pour le faire? Et j'ai un exemple en parlant du rugby, c'est les All Blacks en 2015. Les All Blacks en 2015, ils ont passé vraiment une période très très dure. C'était vraiment la traversée du désert où même s'ils avaient les meilleurs joueurs du monde, ça sortait pas du tout, ils perdaient. Et en fait, il y a eu un changement de coach, donc d'entraîneur. Et ces entraîneurs ont fait vraiment un travail remarquable. C'est qu'ils ont vraiment travaillé, ils ont réuni les joueurs. Ils ont dit, voilà, ils ont défini les règles du jeu en disant on arrête l'individualisme, on va travailler sur le collectif, on va être hyper transparent sur ce qui se passe, on va donner le droit à l'erreur, etc. Donc, ils ont défini des règles de fonctionnement de l'équipe. Ils ont enflammé le côté sens, effectivement, d'appartenir à All Blacks, c'était quand même quelque chose de dingue. Voilà. Ils ont défini aussi véritablement que le collectif était supérieur aux individualités. Donc, c'était vraiment de dire c'est le collectif qui compte, donc on est au service du collectif. Et là, on est dans une des clés du succès. La fierté d'appartenance, c'est arriver à, d'un côté, satisfaire chaque individu dans ce qu'il attend lui, dans son équipe, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans son manager, mais c'est aussi
créer une dynamique d'équipe collective où quelque part on s'abandonne, ou en tout cas on dit moi, mon parcours personnel, il est au service d'un collectif et, et donc d'une raison d'être et donc d'un projet d'entreprise. C'est là que cette notion de culture est hyper importante et que le middle management, c'est lui qui peut embarquer les troupes dans cette direction-là. Voilà, et donc c'est vraiment un travail qui se fait et qui n'est pas facile à maintenir. Et lorsqu'on a des managers comme ça, bah, on est en super performance, on a vraiment ces équipes qui sont en ultra performance. Et à la fin, je voulais terminer et je serais ravi de prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y en a déjà une. N'hésitez pas à les poser dès maintenant, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse un peu interagir. Me donnez-vous votre ressenti. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette fierté d'appartenance, elle est forte dans votre entreprise ou pas? Qu'est-ce qui manque? À votre avis, qu'est-ce qui manquerait pour la développer, ce genre de choses? Et alors, je vais terminer sur le DRH, le DRH 2.0 ou leur 3.0, je ne sais pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit vraiment un changement. Et vous avez vu tout au long de ma présentation, le DRH classique, qui était très bon, hein, un DRH aujourd'hui dans une belle ETI, dans un grand groupe, c'est quand même des gens qui ont vraiment une expertise de dingue, mais une expertise extrêmement sur les ressources humaines, bien sûr, mais aussi sur tout l'administratif qui est lié aux ressources humaines, les conventions collectives, les négociations avec les syndicats, etc. Et aujourd'hui, vous avez un profil qui est très, très différent qui est demandé. Quand vous regardez ça, si vous prenez un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, il faut quelque part qu'il y ait un parcours collaborateur de dingue. Donc, il faut qu'on ait travaillé, qu'on ait industrialisé un parcours collaborateur. Donc, ce n'est pas juste un petit peu de gestion des talents, un petit peu de recrutement. Il faut vraiment que ça soit cohérent. Il faut derrière qu'il y ait une démarche limite de commercial. C'est-à-dire que comme on a du mal à recruter, il faut qu'on a du mal à fidéliser, il faut énormément travailler là-dessus, par tous les biais possibles. Et donc, il faut que le DRH ait un état d'esprit d'aller closer, d'aller trouver des talents, de les convertir, de les garder, de les élever. Et donc, il y a une démarche simili-commerciale. Et puis, vous avez aussi un rôle qui est très important, ce qui est le travail sur cette culture, de donner ce supplément d'âme et de le faire partager au niveau du COMEX et du CODIR. C'est ça qui est difficile. À des gens qui sont des producteurs, qui sont des mecs qui sont du business, qui se battent tous les jours et qui sont très très loin de ces notions bisounours et conceptuelles de culture d'entreprise. Et donc, lui, il devient le Chief Cultural Officer, où il faut qu'il travaille avec le Chief Cultural Officer si il y a un fondateur ou il y a quelqu'un d'autre qui est nommé à cette fonction-là, ce qui est encore très rare. Mais à la fin, si vous voulez, c'est que ce rôle de DRH s'est transformé, on le voit dans les scale-up, il ne s'appelle plus DRH aujourd'hui. Dans les boîtes qui fonctionnent vraiment bien, il s'appelle VP People and Culture. C'est vraiment ce double rôle qui est pris en compte et c'est des gens qui font partie du COMEX, du CODIR au plus haut niveau. On voit encore des entreprises qui n'ont pas leur DRH dans le CODIR alors qu'il est plus difficile pour eux presque de recruter que de vendre. Donc, il y a quand même, ou de produire. Donc, il y a quand même aujourd'hui un mindset à changer. Donc, le rôle du DRH, c'est un peu cette superwoman, on va dire, parce que je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très, à la fois dans ce côté culture et ce côté RH et ce côté arriver à donner cette dynamique de fierté d'appartenance. Et voilà, et vous avez voilà, donc une mutation complète du job de DRH qui est passionnante à suivre. Vous avez des très bons exemples dans notre podcast avec la DRH de Le Bon Coin, le DRH de Shine, de Luco. Voilà, vous avez plein d'exemples de témoignages de DRH d'Open Classroom qui sont très intéressants et qui prouvent qu'il y a une nouvelle génération de DRH qui arrive et qui arrive à mettre ça en œuvre de manière extrêmement professionnelle et extrêmement structurée. Donc, c'est tout à fait possible. C'était le message aujourd'hui que je voulais vous faire passer. Voilà, j'espère que cette conférence vous a intéressé. N'hésitez pas à dire avec un petit commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce que je vous dis, ça fait sens? Ou est-ce que vous vous dites non, il a quand même un petit peu fumé la moquette, là, le Patrick? Voilà, donc vous avez 20 harmonistes qui sont à votre disposition. Je réponds peut-être à la première question, culture d'entreprise et esprit de corps. Oui, culture d'entreprise et esprit de corps, c'est vraiment ça. C'est arriver à créer cet esprit d'équipe, esprit d'entreprise, et puis tout en ayant un respect de l'individu. C'est-à-dire, et c'est ça que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est que c'est un travail collectif avec une prise en compte de quand même aussi du parcours du talent, que le talent se sente bien dans voilà. Et d'où, dans cette notion de recrutement, on a vraiment une notion de contrat moral, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est lorsque vous passez un entretien de recrutement ou à des candidats, c'est une double vente. C'est le candidat va se vendre pour rentrer dans votre entreprise, mais vous êtes obligé de rentrer de vous vendre pour le recruter. Et c'est toujours délicat, c'est
ces moments où il n'y a pas une chose claire, il n'y a pas un client, un fournisseur, non, c'est un contrat moral des deux côtés. Et la meilleure façon de le faire, c'est afficher à fond votre culture. Voilà qui on est, voilà notre vision, voilà comment on se comporte, et en toute humilité. Voilà, faites découvrir les équipes, faites découvrir l'entreprise, etc. Et voyez si le candidat correspond à ça. Est-ce que ça correspond à son projet? Est-ce que ses valeurs sont compatibles? Est-ce qu'il est énergisé par vos produits, etc. Et s'il ne l'est pas, ne le prenez pas. Donc c'est vraiment un sorte de travail voilà, ensemble pour vérifier cette compatibilité et cette énergisation des deux. Est-ce que le candidat, vous êtes énergisé à l'avoir parce qu'il va vous apporter vraiment quelque chose? Est-ce que lui est énergisé par votre projet d'entreprise? Et c'est là que se fait les bons recrutements, et c'est là que se fait les réussites professionnelles. Voilà, donc je vois, j'essaie de répondre à votre question. Pouvez-vous nous transmettre la présentation? Bien sûr, mettez-moi votre petit email pour ceux qui sont intéressés, et je vous la transmettrai avec grand plaisir. Très intéressant le côté commercial du DRH. Oui, le DRH aujourd'hui est un pur commercial pour moi, qui doit être aussi bon en lead generation, en marketing RH, que en capacité à closer les meilleurs candidats, à les fidéliser. Donc c'est vraiment ce côté industriel, à la fois de la culture, donc formaliser la culture et formaliser le parcours. L'INPS doit probablement devenir un critère objectif pour mesurer la performance de nos membres de comité de direction. Oui, ce que dit Philippe, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'intégrer l'INPS dans les conventions collectives, dans les rémunérations collectives du top management, c'est clairement quelque chose d'extrêmement simple. Mais vous prenez Manutan. Manutan, c'est un groupe industriel. Hein, Philippe, je pense à toi. Voilà, je t'enverrai un article sur Manutan. Et ils ont 3 critères. Ils ont le NPS, le INPS et puis un troisième. Voilà, et c'est leurs 3 critères sur lesquels ils jugent l'ensemble de la performance de l'entreprise. Manuela, totalement en phase avec votre discours. Comment parvenez-vous à sensibiliser les dirigeants à ces enjeux et causes de départ et de turnover de mon ancienne entreprise que j'ai quittée à cause de ce décalage culturel? Les départs sont traditionnellement imputés à d'autres raisons. C'est tout à fait exact, Manuela. C'est ce qui se passe de manière complètement générale. Les gens partent, bah, oui, c'est parce que les salaires sont plus élevés, oui, c'est parce qu'il y a eu tel problème, oui, mais c'est normal. Et en fait, il y a vraiment des dirigeants qui ont des œillères. En fait, les entreprises out, je veux dire, les dirigeants ne sont pas là. J'avais quelqu'un d'une grande entreprise française que je ne vais pas citer, d'une très très grande entreprise française, et qui est tout à l'heure au téléphone. Et il me disait, oui, on a des dirigeants qui sont complètement austères à ce type de réflexion, et c'est un peu démoralisant. Et le discours que j'avais avec lui, c'était de lui dire, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui refusent d'aller travailler dans des entreprises dans lesquelles il n'y a pas ce niveau et l'écart se creuse. Et donc, il y a 2 figures. Soit l'entreprise n'a pas besoin parce que c'est un leader incontesté, parce que vous appelez Goldman Sachs et vous aurez toujours du monde qui viendra taper à votre porte. OK. Mais même si vous appelez L'Oréal, aujourd'hui, le problème de L'Oréal, c'est qu'ils n'ont plus les meilleurs des HEC, des SEC, des Polytechniques. Ils n'ont plus les meilleurs. Et les meilleurs ne vont pas chez eux. Et donc, c'est un peu embêtant quand même. Quand vous êtes la star mondiale, de ne plus avoir les meilleurs talents, ça veut dire qu'ils vont aller dans des startups ou dans d'autres boîtes qui vont concurrencer demain. Donc, c'est quand même un vrai problème. Mais moi, ce que je vois, ce qui fait bouger les dirigeants, c'est lorsqu'on a signé un contrat récemment avec une très belle agence de services française, et le gars simplement m'a dit, écoutez, moi je ne crois pas trop à ce que tu me racontes, Patrick, mais en revanche, ce que je vois, c'est que j'arrive plus à recruter. J'ai 30 postes ouverts et mes chasseurs de tête me disent, on n'arrive pas, vous avez trop mauvaise réputation. Donc comment on peut faire? Moi je lui ai dit, écoutez, tu n'y crois pas, mais nomme quelqu'un dans ton codir, un cofondateur, voilà, quelqu'un de très important dans les top 3, top 4, qui va être en charge de cette culture. Ça peut être ce DRH ou ça peut être quelqu'un d'autre. Et donc moi, c'est ce que j'appelle le Chief Cultural Officer. Et délègue-lui des moyens, délègue-lui ta confiance pour mener à bien ce chantier. Et on ne va pas te déranger, mais tu vas voir, ça va booster. Voilà, donc c'est dire à des dirigeants qui n'y croient pas, c'est impératif, c'est la seule façon. Et regardez les podcasts et envoyez nos podcasts, on fait plein d'articles, vous avez un contenu de dingue sur notre site web. Allez le voir, vous allez voir, vous avez plein de matières à donner, ou envoyez-moi un petit mail et je vous donnerai la bonne matière exactement sur le bon sujet si vous avez si on veut cibler ça ensemble. Et c'est cette capacité à dire aux dirigeants, mais regardez, il y a d'autres dirigeants qui témoignent, c'est un impératif, de toute façon, sinon on n'arrive pas à recruter. De toute façon, j'ai fait un très bon article là-dessus qui est très intéressant, qui dit le candidat me demande quelles sont vos valeurs, quelle est votre raison d'être, qu'est-ce que je réponds? Ben voilà, si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions-là, vous ne recrutez pas. Et donc voilà, donc c'est cette capacité à recruter
qui aujourd'hui, donc les jeunes nous apportent une formidable. Il n'y a pas que les jeunes, hein, c'est les jeunes et c'est col bleu et col blanc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça qui fait que les dirigeants se rendent compte qu'il faut travailler là-dessus. Et nous avons la réponse. Si à partir du moment où le gars est OK pour prendre un peu de recul et confier la responsabilité du chantier à un Chief Cultural Officer, ça marche très bien. J'espère que j'ai pas raté de questions. Je vous remercie. Je regarde s'il y a encore des questions. Je vois qu'on a fait le tour. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore de votre présence. Vous avez mes coordonnées en tout en haut du chat. Tout en haut, vous avez mon adresse mail. Vous l'avez aussi ici. Voilà. Donc patrick@b-harmonis.com. Et puis vous avez mon numéro de téléphone, le 06 15 91 32 90. N'hésitez pas à m'appeler, que ce soit pour échanger, pour traiter si vous avez un enjeu particulier dans votre entreprise et où vous n'avez pas compris une notion sur la culture, comment la culture pourrait, ou travailler sur l'alignement autour de votre culture d'entreprise pourrait vous aider à répondre à votre enjeu. Voilà, n'hésitez pas, je suis vraiment disponible. C'est mon job chez Biharmonis d'être à votre écoute. Ou tout simplement de m'appeler pour me dire, ou de me faire un petit mail pour me dire que vous avez aimé cette présentation. N'hésitez pas à parler aussi des harmonistes autour de vous. Hein, si vous avez des amis qui ont des vraies problématiques pour scaler, qui ont des dirigeants qui ont du mal à passer un cap, qui se posent des questions sur tous ces sujets. Voilà, les harmonistes sont avant tout des managers à la base. Hein, on vient tous du monde de l'entreprise opérationnelle. Et on est principalement tous des coachs, mais aussi formés au coaching, formés à l'harmonie. Mais on a une approche qui est très business coaching, c'est-à-dire qu'on est là pour vous aider à passer des vrais caps, mais en parlant business, quoi. Voilà, merci encore à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de votre présence. Et je n'hésiterai pas à vous envoyer les slides. Vous m'envoyez un petit mail. Et j'en vois déjà certains là qui m'ont envoyé leur mail. Et donc, je vous enverrai ces slides avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à suivre nos publications, notre dernière newsletter qui est sur la fierté d'appartenance. Alors, je vous l'enverrai. Je ne sais pas si je peux vous la mettre là dans le chat. Mais voilà, vous allez sur notre site web demain et vous aurez dans les publications notre dernière newsletter. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.